Eh bien, en fait, le refuge, il est installé sur un promontoire rocheux et il est entouré à 360 de glace et de neige. Donc, pour y aller, on est obligé de passer les pieds dans la neige ou dans la glace. Pour en repartir de la même manière, on est obligé d'avoir les pieds avec des crampons pour marcher sur cette glace. Donc, à 360, et on a une magnifique vue sur le Mont Blanc du Tacu. Là, on est aux premières loges pour voir ce Mont Blanc du Tacu. Et quand on se tourne un tout petit peu plus sur notre gauche, on va en direction de l'Est. En fait, on arrive à traverser les 13 ou 15 kilomètres qui nous séparent avec l'Italie. Et on voit la Pointe-et-le-Brenner de l'autre côté. On a aussi la vue sur les Joras, sur les Drues. On a la Verte, on a les Courtes. Enfin, on a tous les beaux sommets du massif qui sont là en face de nous. Si je continue mon tour d'horizon, on arrive, paf, on tombe avec le nez sur cette grande face rocheuse qui est l'aiguille du Midi, avec la face sud qui est très emblématique pour les alpinistes. Et après, on a une vue plongeante sur la vallée qui est incroyable, et on arrive à voir, quand il fait beau et sans brume, on arrive à voir le jet d'eau du lac de Genève. Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet. Bonjour et bienvenue dans ce 11e épisode du Camp de base, le podcast des rencontres au sommet. Aujourd'hui, je t'emmène dans la vallée de Chamonix et plus précisément à 3600 mètres d'altitude, au refuge emblématique des Cosmiques, en contrebas de l'aiguille du Midi. J'ai rencontré Mélanie Marcusi, qui s'est associée à Noé Vérité pour occuper ensemble le gardiennage de ce refuge. Enfant de la vallée, Mélanie a d'abord fait la première partie de sa carrière dans la recherche scientifique sur les territoires de montagne. Elle a été la première recrue du dispositif Refuge Sentinelle. Rappelle-toi, tu as entendu Victor Andrade, le chargé de mission actuel, dans le premier hors-série, enregistré en direct des Fringantes, à Grenoble. Ensemble, on est revenu sur son parcours de vie, sur son passage en recherche après une licence de biologie, jusqu'à son rêve d'enfant devenu réalité, celui d'être gardienne de refuge. Ce métier est en perpétuelle évolution, en raison des publics qui changent et des nombreux nouveaux risques liés au changement climatique. Cet entretien a été enregistré fin janvier et le refuge des Cosmiques est ouvert depuis le 26 février 2022 et ce jusqu'à fin septembre. Bonne écoute! Salut Mélanie et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est arrivé à se capter entre toi, ton lieu de résidence à Grenoble et puis ton redépart dans l'intersaison, mais ton redépart quand même dans le refuge dans lequel tu pars. Et merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Est-ce que tu peux d'abord nous dire, toi, quel est ton camp de base, dans quel massif il est? C'est un peu la question fil rouge de ce podcast. Alors moi, je suis originaire de Haute-Savoie. Je viens d'un petit village qui s'appelle Cordon, dans le pays du Mont-Blanc. Je dirais que mon camp de base, c'est là-bas parce que il réunit tout ce que je peux aimer en montagne. C'est un village qui est au pied des Aravis et qui est face au Mont-Blanc. Et donc, au-delà de la vue magnifique, on a aussi un environnement qui est vraiment apaisant et qui est ultra verdoyant, avec des alpages qui sont juste très reposants, et ça me ressource beaucoup. Donc plutôt un camp de base reposant, apaisant. Qu'est-ce qu'on y trouve en termes de confort, de nourriture, Alors, nourriture, c'est beaucoup à base de fromage. Fromage, reblochon, fondu, voilà. Donc, quelque chose qui nourrit quand on revient fatigué et lessivé d'une saison. Et puis, ouais, en termes d'ambiance, c'est... dans ce petit village, en tout cas, à Cordon, c'est une ambiance familiale, on va dire. Tout le monde se connaît. On a l'impression que, oui, on est là pour nos voisins et les voisins sont là pour nous. Et j'aime beaucoup retrouver ça dans cette vallée du pays du Mont-Blanc qui est souvent très fréquentée en hiver, en été aussi, avec les saisons touristiques, et où on perd parfois un peu l'essence d'une vie paisible en montagne.
Tu pratiques la montagne ? Oui, je pratique la montagne, ouais. Un petit peu à mon petit niveau, mais je pratique, je dirais, tous les sports qui touchent à la glisse, à l'alpinisme, à la grimpe, voilà. T'as une préférence quand même ? Oui, alors peut-être ma préférence du moment, ce serait l'alpinisme. Voilà, mais comme je disais, c'est un niveau d'initiation confirmé, mais voilà, j'ai pas de prétention à faire de grandes faces nord en hivernal. Tu te rappelles ton premier souvenir de glisse ? Mon premier souvenir de glisse, non, mais je pense que ce serait, dans mes tout premiers souvenirs, ce serait sur cette station de Cordon, où en fait on skie face au Mont Blanc. Et on a l'ensemble du massif du Mont Blanc qui s'étale sous nos yeux, alors qu'on a les skis droits dans la pente. Et c'est une station qui est toute petite, qui reste très intime. Et j'aime beaucoup y retourner. Alors, comme je disais tout à l'heure, tu as un lieu de résidence qui est à Grenoble. Tu es gardienne du refuge des Cosmiques. C'est quoi ton parcours entre justement ton arrivée à Grenoble et ton retour au refuge ? Alors en fait, je suis arrivée à Grenoble pour mes études post-bac. J'ai un petit peu bourlingué avant d'arriver à Grenoble, mais en soi, j'ai passé ma licence de biologie à l'UGA à Grenoble. Donc ça m'a accrochée pendant 3 ans ici. Et puis c'est là que j'ai rencontré mes amis proches avec qui on a commencé à grimper, à aller pas mal en montagne. Donc on avait un petit groupe assez actif. Et après cette licence, je me suis un petit peu perdue, on va dire. Je savais pas trop quoi faire de ce diplôme. J'avais pas vraiment d'ambition de carrière dans de la biologie. Et en fin de compte, c'est lors d'un voyage en Amérique du Sud que j'ai effectué il y a déjà quelques années, pendant 8 mois. Je suis partie sac sur le dos. Et pendant le voyage, en fait, je me suis dit, je sens que je suis accrochée à mes racines de montagnarde et que j'ai envie d'y faire quelque chose là-bas, de faire ma carrière, trouver un métier qui me permette de retrouver mes montagnes. Et donc, en rentrant d'Amérique du Sud, je suis arrivée à Gap pour passer mon master, un master qui s'appelait Métier Montagne, qui est de la gestion territoriale en zone de montagne. Et voilà, c'est le hasard des rencontres qui fait que j'ai fait un premier stage, puis un second, et ça m'a raccrochée du coup à Grenoble, parce que mon stage s'effectuait sur Grenoble en fait. Ouais. Et c'est là que tu rencontres le monde de la recherche finalement ? Oui, tout à fait. Ouais. J'ai rencontré le monde de la recherche via ce premier stage de master, où j'avais à cœur de travailler sur le changement climatique et la pratique de l'alpinisme. Et j'ai fait ce stage avec Ludovic Ravanel pour le laboratoire Editem. Tu souris, c'est un souvenir qui a l'air de te faire plaisir. Ouais, c'était super chouette parce qu'il m'a donné, on va dire, carte blanche pour réaliser ma mission. L'idée, c'était de trouver une corrélation entre le changement climatique et les modifications de la pratique de l'alpinisme. Et en fait, j'avais vraiment tout dans les mains et c'était un peu à moi de choisir ma méthodologie, d'aller voir les personnes que je voulais rencontrer pour comprendre ce qui se passait là-haut. C'est un très bon souvenir parce que il m'a fait entièrement confiance, quoi, et je pense qu'on a réussi notre mission, donc c'est chouette. Et comment est-ce que tu as choisi de travailler, alors sans rentrer dans le dur de la méthode, mais dans les grandes lignes, comment est-ce que... Alors on avait un petit fil rouge quand même qui était d'essayer de comparer des états d'itinéraires passés avec des états d'itinéraires présents. Et donc les seuls témoignages qu'on avait de ces itinéraires passés, c'était les livres, les topos, agrémentés d'entretiens avec d'anciens pratiquants. Des vieux guides, des anciens alpinistes de haut niveau. Et donc, ça a été notre fil rouge de choisir un topo qui date des années 70, qui avait été écrit par Gaston Rébuffat, et c'était une sélection d'itinéraires. Parce que de la même manière, il fallait aussi, on ne pouvait pas tout étudier, donc il fallait qu'on choisisse les itinéraires sur lesquels on allait plancher. Et de fait, Gaston Rébuffat avait déjà choisi 100 itinéraires, donc on s'est basé sur ces 100 itinéraires-là. Donc c'est dans son bouquin qui s'appelle « Les 100 plus belles courses dans le massif du Mont Blanc ».
Et du coup, on a repris ces 100 plus belles courses et on les a comparées avec leur état actuel décrites dans les topos présents. Donc à l'issue de ce stage, tu passes en M2. À l'issue de ce stage, je passe en M2, très enjouée de mon premier stage, en me disant qu'il va falloir que je trouve un stage tout aussi chouette pour mon M2. Et en M2, en fait, j'ai été contactée directement par une personne que j'avais rencontrée lors de mon premier stage, qui s'appelle Philippe Bourdeau. Et Philippe Bourdeau avait ce projet de travailler sur un dispositif de recherche qui s'appelle Refuge Sentinelle. Et c'était les prémices, en fait. Il montait tout juste son dispositif. Voilà, comme il savait que le sujet montagne et particulièrement refuge m'intéressait bien, il m'a tout de suite contactée en me demandant si j'étais intéressée pour faire ce stage. Stage auquel j'ai répondu à l'affirmative et ça s'est très très bien passé aussi. Et derrière, ce stage a découlé sur 2 ans et demi de contrat en CDD dans ce dispositif. Donc je suis restée à Grenoble de nouveau. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Refuge Sentinelle ? C'est assez chouette comme méthode, justement. Oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est assez novateur. Et l'idée, c'était de se dire, en montagne, on manque pas mal de données scientifiques. On a des contraintes qui sont compliquées parce que des contraintes d'accès, des contraintes de manque d'énergie, des fois la météo est vraiment compliquée à gérer. Et donc de se dire comment on peut relancer la recherche en altitude en s'aidant des ressources qu'on a sur place. Et en fait, assez naturellement, on a pensé au refuge comme camp de base de cette recherche, avec des gardiens de refuge qui sont assez motivés et qui, sur la base du volontariat, pourraient nous aider à étudier toutes sortes de choses en montagne. Donc c'était, je parle au passé parce que c'était l'idée première de base. Maintenant que je ne travaille plus dans ce dispositif, je sais qu'il existe encore et qu'il vit encore très fortement, mais je ne sais pas s'ils ont réorienté leurs objectifs de départ. Donc c'est pour ça que je parle au passé pour la partie qui me concerne. Et donc, oui, l'idée, c'était de se faire aider par les gardiens de refuge pour observer tout ce qui se passait et de faire quelque chose d'interdisciplinaire. Donc, de toucher aux sciences dures comme aux sciences qu'on pourrait qualifier molles, sur de la sociologie, sur des études de fréquentation, etc. Et est-ce qu'il y a, dans ton parcours de Refuge Sentinelle, un massif, un refuge, un paysage qui t'a particulièrement touché ? Oui, ouais. Alors moi, c'était la première fois via Refuge Sentinelle que je mettais les pieds dans les écrins, dans le massif des écrins et notamment en Oisans. Et je crois que c'est mon premier terrain de Refuge Sentinelle. Je suis tombée amoureuse de cette vallée de la Haute-Romanche, donc au-dessus de Villard-d'Arène, entre le col du Lautaret et le village de Villard-d'Arène. Et j'aime beaucoup ce terrain, et notamment le refuge du Pavé, qui est ultra atypique. Le refuge du Pavé, c'est un ancien algéco de travaux. En fait, ils étaient en train de reconstruire dans les années 70 un refuge en dur. Le premier hiver, ils avaient juste monté les murs, ils n'avaient pas fini du tout l'aménagement intérieur. Le premier hiver qu'il a passé là-haut, le refuge s'est fait chasser par une avalanche. Donc, bon, on peut critiquer le choix de l'emplacement, mais ce qui est drôle, c'est que du coup, l'algéco qui permettait d'abriter les ouvriers pendant ces travaux, il est resté sur place, et c'est ce qui a donné l'actuel refuge du Pavé, qui va normalement être construit dans quelques temps, dans quelques années. Là, c'est un projet qui est en cours. Mais en attendant, on a un refuge qui est dans son jus, qui est un tas de tôles au bord d'un lac avec une eau cristalline. C'est un lac glaciaire dominé par des névés. On est dans un milieu de haute montagne hostile, et en même temps, ce refuge qui est finalement assez petit et mal fichu, il rend complètement humain ce lieu, en fait. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la randonnée pour y accéder, qui est magnifique, qui nous fait passer dans chaque étage de végétation. Et le petit point que j'adore, c'est quand on arrive sur le plat de la Haute-Romanche, donc on a un grand plateau, avant de monter sur les hauteurs pour retrouver le lac du Pavé. Et ce grand plateau, en fait, on se croirait dans une savane. En fin d'été, on a des grandes herbes très, très jaunies par le soleil, et en même temps des petits arbres
des petits arbres assez rabougris, et la romanche qui coule là avec ses eaux cristallines, et c'est à couper le souffle. Moi, j'adore. Trop bien, merci beaucoup pour cette immersion en haute montagne en oisans. En termes de recherche, tu parlais de sciences dures et de sciences sociales et de sciences humaines. Est-ce qu'il y a une problématique de recherche de refuge sentinelle dont tu as envie de nous parler et qui a particulièrement peut-être pavé, pour pas faire de mauvais jeu de mots, mais ton parcours scientifique? Je dirais que ça a été la première recherche que j'ai pu faire, même pendant mon stage à Refuge Sentinelle, qui a été ma recherche sur l'évolution du métier de gardien de refuge. Parce que ce que je n'ai pas précisé plus tôt, c'est que pendant mon parcours d'étudiante, chaque été, je travaillais en refuge en tant qu'aide-gardienne. Et j'ai cumulé une dizaine de saisons dans les refuges. J'avais déjà une connaissance, une vision, une connaissance de ce métier. Et cette étude-là m'a permis de retrouver des anciens gardiens de refuge qui avaient des 40 ans de carrière dans le même refuge, enfin, des choses qu'on voit quasiment plus maintenant. Ça commence à être un peu à la marge de faire toute une carrière dans le même refuge. Et de pouvoir discuter avec eux et de pouvoir entendre eux leur récit de comment ça se passait avant. Et en fait, il y a 20 ans en arrière, on n'avait pas du tout la même technologie que maintenant dans les refuges. On n'avait pas d'électricité, on n'avait pas de réseau pour le téléphone, on n'avait pas Internet pour les réservations. Et on n'avait pas de machinerie en soi, c'était quelque chose de très sobre, peu technologique. Et en soi, du coup, presque facilité parce que... alors ça, c'est ma vision, moi, de gardienne maintenant. Mais on n'avait pas cette machinerie à gérer. En fait, si on n'avait pas d'eau et pas d'électricité, les gens faisaient avec, s'en accommodaient. Après, maintenant, c'est un peu plus compliqué d'essayer d'expliquer aux usagers qu'on n'a pas d'électricité. Pas de Wi-Fi. Pas de Wi-Fi, pas de douche, voilà. Alors que je pense qu'à une époque, c'était entendu. Les refuges, c'est rustique, on n'a pas le choix et on est très content d'avoir un peu de chauffage et de quelque chose à manger et ça nous va très bien. Parce que du coup, toi, ce que tu entends, c'est que en fait, les gens qui vont en refuge maintenant, pour une majorité, j'imagine, ils recherchent du confort. Oui, alors ça fait partie de l'étude qu'on a menée à Refuge Sentinelle quand j'ai commencé lors de mon stage. C'était d'essayer de comprendre comment les attentes des usagers avaient évolué aussi avec le temps. Donc, d'une part, qu'est-ce que ça pouvait influencer sur le métier de gardien ? Et d'autre part, qu'est-ce qu'ils aimeraient dans leur refuge idéal ? Et c'est vrai que le refuge, il devient de plus en plus un but en soi. Les pratiquants, on a l'impression qu'il y a une nouvelle tendance qui fait que les pratiquants montent en refuge pour aller au refuge et pas forcément pour aller faire le sommet qu'il y a juste après. Pas forcément pour la randonnée ou le tour sur lequel se retrouve le refuge, mais vraiment parce que le refuge est un lieu de... je sais pas, de point de vue, on sait qu'on y mange bien, on sait qu'on est bien accueilli, etc. Et ça donne un objectif dans la journée de randonnée, d'aller manger dans ce refuge. Et donc ça influe beaucoup sur les attentes. Beaucoup d'usagers s'attendent à retrouver une carte comme un menu, comme un restaurant en bas en vallée, ou du Wi-Fi, ou des douches, alors qu'on n'a pas d'eau. Donc ça devient une vraie question pour les gardiens de refuge, de est-ce qu'il faut à tout prix répondre aux attentes des usagers pour permettre de garder une clientèle active et heureuse, ou est-ce que on reste dans le rustique et dans ce qu'on connaît et dans ce qu'on sait faire en tant que gardien de refuge, avec nos contraintes qui sont liées au bâtiment et à l'isolation, le fait d'être isolé dans cette montagne. Et donc, est-ce qu'on reste sur cette rusticité, chose que parfois les usagers viennent rechercher aussi, mais qui pourrait en faire fuir d'autres. Donc c'est une vraie question qui fait débat actuellement dans la profession. Ouais. La question, c'est finalement qui est-ce qu'on veut en montagne
ou pas? Comment est-ce qu'on a envie, en fait, parce qu'on parle beaucoup de tourisme et de transition dans le tourisme, notamment dû au réchauffement climatique, les endroits où on passe ou pas. Et là, ça pose une question presque sociologique, finalement. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ça me fait penser aussi à cette phrase, on dit toujours la nature et la montagne sont ouvertes à tous. Oui, tout à fait. Allez-y, les novices, montez en montagne. Alors, il y a plein d'associations, plein de dispositifs pour accompagner cette découverte. Mm-hmm. Et c'est aussi important de se dire que c'est pas réservé à une élite qui pratique l'alpinisme dans des faces nord ou des randonnées sur des treks de 10 jours, etc. Mais qu'on peut aussi pratiquer la montagne en famille, avec son niveau qui nous permet d'arriver à 2 heures de marche dans un refuge et qu'on est très content d'y être. Et je pense que c'est important d'avoir encore cette ouverture-là pour permettre un accès à la nature à des personnes qui finalement peuvent être de plus en plus coupées de cette nature-là, parce qu'avec nos vies modernes et toutes tournées autour de la technologie et coupées du monde nature, parce qu'on vit en ville, c'est important de garder cet accès pour les novices et de promouvoir aussi une accessibilité à tous. Et toi, est-ce que ça pourrait te faire quitter le métier, les exigences qui deviennent de plus en plus fortes, ou est-ce que au refuge des Cosmiques, qui est quand même un refuge emblématique, t'as l'impression que ces attentes, elles sont peut-être pas les mêmes? Alors, Refuge des Cosmiques, je dirais que nous avons 2 types de clientèle, je dirais, à gros traits. On a des alpinistes qui viennent dormir le soir, et cette clientèle-là, elle est là depuis qu'existe le refuge. Et j'ai l'impression qu'elle n'a pas en soi beaucoup évolué sur ses attentes. J'ai l'impression que les alpinistes finalement sont habitués d'être dans une rusticité, d'être dans un... En fait, ils évoluent tellement dans un milieu hostile toute la journée que quand ils arrivent au refuge, finalement, si le refuge est peu confortable, c'est pas grave tant qu'on est au chaud, qu'on mange bien, qu'on est bien accueilli et qu'on a un petit peu de douceur dans ce monde de brut, quoi. Par contre, on a de plus en plus une deuxième population qui arrive, de montagnards, voire même sportifs peu aguerris en montagne, qui passent plutôt à la journée et qui viennent se balader, parce que nous, on est juste à côté de l'Aiguille du Midi. Et en fait, l'accès est assez vertigineux, mais il est court. Et on a très peu de dénivelé. On a même de dénivelé négatif pour arriver jusqu'au refuge, chose qui n'arrive rarement, que rarement. Donc il faut descendre de l'Aiguille du Midi pour arriver jusqu'au refuge. Donc on a une arête neigeuse assez vertigineuse, où on a du vide jusqu'à Chamonix d'un côté, et puis... une bonne centaine de mètres de l'autre côté pour arriver jusqu'au glacier, donc il ne faut pas glisser de cette arête. Par contre, une fois qu'on a mis le pied sur le glacier, qu'on a passé cette arête, l'accès est ultra facile. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un glacier, qu'il y a des crevasses en dessous de nos pieds, mais du coup ça rend accessible à des personnes qui ne connaissent pas du tout la haute montagne, ce refuge, et donc ils arrivent dans un refuge qui est juste à côté de l'Aiguille du Midi. Et c'est un petit peu comme s'ils avaient pris le métro pour aller au resto. Et là, on a une clientèle qui est assez particulière, qui est très exigeante et qui nous surprend de jour en jour dans leurs demandes farfelues, quoi. Ça me met un petit peu à mal mon cœur de gardienne, parce que gardien de refuge, pour moi, c'est un métier... en fait, c'est simple et humain. On n'est pas dans un hôtel, quoi. Ce qu'on offre à nos usagers, à nos clients, c'est... voilà, du relationnel, de la bonne nourriture et de la simplicité. Et en fait, là, on en arrive à devoir répondre à des demandes qui, pour moi, sortent complètement de leur contexte et ne sont plus du tout adaptées à la montagne. Et à la haute montagne. Et à la haute montagne. D'autant plus. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de la demande la plus incroyable que tu as eue ? La plus incroyable, je sais pas si c'est la plus incroyable, mais en tout cas celle qui m'a le plus surprise et celle qui m'a un petit peu coupé les pattes, un cappuccino au lait d'avoine. Donc déjà un cappuccino, ça sous-entend qu'il faut avoir une machine à café assez technologique pour pouvoir faire un cappuccino. Parce qu'il faut faire mousser le lait et voilà. tout. Et au lait d'avoine, alors en plus ça veut dire qu'il faudrait en plus un lait particulier, sachant qu'il faut pas oublier que
tout ce qui est le rapatriement des denrées, c'est très compliqué à gérer. C'est du portage ou de l'hélicoptère? Nous, c'est en hélicoptère, Ouais. parce que avec cette arête en neige assez vertigineuse, on ne peut pas se permettre de porter des dizaines de kilos sur notre dos. Peut-être qu'il y en a qui le faisaient à l'époque, quand il n'y avait pas encore les hélicos, mais nous, on préfère s'économiser là-dessus et ne pas prendre de risques. Et donc, on fait monter des hélicoptères. Donc, c'est du lait d'avoine qui a déjà un peu de kérosène quand même. Le bilan carbone de ce lait d'avoine, il est Voilà, pas négligeable. ouais, c'est ça. Non, et puis c'est vraiment... en fait, c'était de se dire que ces personnes qui font ces demandes-là, elles n'ont pas le recul de où est-ce qu'elles se trouvent. Elles se rendent pas compte, en fait, qu'elles sont à 3600 mètres, au milieu d'un glacier, et que tout est ultra compliqué, qu'on est déjà content d'avoir de l'eau, et donc qu'en fait, potentiellement, le lait d'avoine, ça n'existe pas là-haut. Oui. On peut imaginer que cette personne est intolérante. Pour le coup, moi, je le suis aussi. Et en C'est fait, vrai. juste quand je vais au refuge, je prends un café, quoi. Voilà, dans ces cas-là, voilà, Et déjà, je suis contente d'avoir un café, en fait. on s'adapte au milieu. au milieu. Bah oui. Voilà. Oui. Tout à fait. Si la personne est intolérante, je peux totalement le comprendre, mais dans ces cas-là, On prend un café, en fait. on essaye de s'adapter Complètement. en essayant de comprendre que là, pour le coup, C'est compliqué. c'est compliqué. Ouais. Et justement, moi, la question que ça me pose, c'est est-ce qu'il existe une fédération des gardiens de refuge? Est-ce qu'il existe des lieux, en fait, des espaces qui vous permettent, vous, alors pas forcément d'échanger sur ces demandes farfelues, c'est anecdotique, mais d'essayer de réfléchir à la transition du métier, d'essayer de comprendre peut-être cette nouvelle clientèle et aussi de se retrouver peut-être moins isolé que vous ne devez l'être en haute montagne? Il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Donc, il faut savoir que la profession de gardien de refuge, elle est reconnue que depuis une quinzaine d'années. On a un syndicat des gardiens de refuge. Alors, c'est le syndicat national des refuges et des gîtes d'étape. Donc, le sigle est assez compliqué à écrire. SNRGE. Il y a autant des refuges de haute montagne, des refuges de moyenne montagne et des gîtes d'étape. C'est genre la route Napoléon pour aller de Grenoble à Gap. Voilà, c'est des gîtes de bout de route, en fait. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc, les problématiques ne sont pas forcément les mêmes. Pour autant, il y a un syndicat qui rassemble toutes ces professions. Voilà, exactement. Parce que, en fait, je pense que c'est une... alors là, c'est ma vision des choses. Je ne sais pas si c'est réellement ça. J'ai l'impression que c'est parce qu'on a les mêmes problématiques sur la gestion des espaces communs. On dort en dortoir, on mange tous à la même table, etc. Comme dans un gîte, comme dans un refuge. Après, c'est vrai que du coup, ne serait-ce qu'entre refuge de haute montagne et refuge de moyenne montagne, on n'a déjà pas les mêmes problématiques. Mais ce syndicat, il permet d'avoir quand même un espace où on peut s'exprimer, où on peut retrouver des collègues qui ont les mêmes soucis et essayer, pourquoi pas, de trouver des réponses ensemble, quoi. Donc il y a ce syndicat national qui existe et qui... je ne sais pas de combien d'adhérents on est, mais je pense qu'il y a une bonne proportion des refuges qui font partie de ce syndicat, parce que c'est la seule entité en soi qui existe au niveau national. Et après, localement, on a aussi des associations. Je sais que dans les écrins, par exemple, on a des associations assez actives pour les gardiens de refuge. Alors là, c'est exclusivement gardiens de refuge. Je crois qu'on a l'association du 05, ça c'est sûr. Et puis après, on a aussi dans les clubs, parce qu'il faut savoir qu'il y a un tiers des refuges qui sont assimilés au club alpin français. Le nouveau FFCAM. La FFCAM, voilà, la Fédération française des clubs alpins de montagne. Et donc il y a un tiers de ces refuges qui appartiennent à la FFCAM, et localement, du coup, qui sont gérés par des bénévoles des clubs locaux, donc des CAF locaux. Et donc, localement, il y a des associations ou des rassemblements avec des refuges qui sont sur le même secteur. Donc, de nouveau, ça permet d'échanger sur ces changements de pratiques, sur ces problématiques-là. Et dernière chose aussi qui peut peut-être témoigner du changement du métier, c'est que depuis quelques années maintenant, alors pareil, je pense que ça fait une quinzaine d'années que ça existe, il y a une formation pour la profession, une formation qui est un DU, donc un diplôme universitaire, qui est en alternance une fois sur la commune de Foix dans les Pyrénées et une fois sur la commune d'Autran en Isère. Et en fait, depuis une quinzaine d'années, donc, il y a des nouveaux gardiens qui sont formés pour répondre au mieux à ces demandes, notamment en termes de restauration. Je pense que ça, c'est important de le dire, c'est qu'on a de plus en plus d'exigences
qui nous est remontée sur il faut bien manger en refuge, etc. Je pense que le fait d'avoir de l'électricité de plus en plus dans les refuges, ça nous permet d'avoir de stockage de denrées fraîches et donc du coup de travailler avec du frais, du fait maison. Et voilà, et du coup ces nouveaux gardiens, ils sont formés à la comptabilité, à la gestion, management d'équipe, à la restauration, à la gestion en termes de sécurité aussi, s'il y a un accident qui arrive au refuge, etc. Et donc je pense que cette formation répond à la demande nouvelle ouais. des usagers. C'est quoi, toi, la première grosse difficulté que tu as eue quand tu es arrivée au refuge des Cosmiques? Parce que c'est ton premier refuge. C'est mon premier refuge en tant que gardienne. Toi, oui. Au-delà de tes études et du fait que tu as passé 10 ans dans plusieurs refuges. Ouais. Alors, l'avantage, c'est que... tu avais déjà vu beaucoup, j'imagine, de situations particulières. Pas mal de refuges totalement différents parce que j'ai commencé au refuge du Nidègle, qui est un refuge où en fait on est en bout du train du Mont Blanc. Donc en fait, on a pas mal de passages de gens qui vont pas du tout en montagne, qui sont juste là pour profiter de la vue, qui arrivent presque en tongs au refuge et qui mangent un petit bout et hop, ils repartent en train. À Doran, dans les Aravis, qui est incroyable, qui est dans un lieu superbe, qui était plutôt moyenne montagne. J'ai travaillé aussi au Cosmique en tant qu'aide gardienne. Donc là, on était dans la haute montagne. De manière très variée, ouais, j'ai eu pas mal d'expériences très différentes. Et donc, avec ce bagage-là, et mon associé, parce que je suis pas toute seule, je suis associée avec Noé Vérité, qui... lui aussi avait de son côté une dizaine d'années d'aide-gardiennage, plutôt dans la Vanoise et dans les Écrins. Avec nos 2 bagages, on va dire, on est arrivé tout fringant au refuge des Cosmiques en février 2020. Et donc, juste avant le confinement, le premier confinement qui a déclaré voilà, nos 2 ans et demi de galère pandémique. Mais la première difficulté qu'on a eue, je pense que ça a été de trouver l'eau. Parce qu'on est arrivé à un hiver qui était très sec. Et en fait, l'eau, on la récupère dans une crevasse. Et en fait, l'hiver étant sec, la couverture neigeuse qui d'habitude est là et qui permet d'isoler cette crevasse pour garder l'eau sous forme liquide n'existait pas. Et donc, on est arrivé et en fait, cette crevasse avait complètement gelé. Et on a passé 3 jours avec un perfo de maçon pour creuser... des mètres cubes et des mètres cubes de glace pour retrouver le fond de la crevasse. Et en fait, l'eau est arrivée le jour où on s'est fait confiner. Voilà. Okay, donc là, c'était un petit peu le petit coup dur et de se dire, ça y est, en fait, on découvre vraiment là un monde où en fait, on pensait qu'on avait déjà tout vu avec nos expériences respectives. Et en fait, là, il faut avoir les reins solides parce que c'est ta première année, qu'il y a pas mal d'attentes de la part des propriétaires, de la part des alpinistes qui sont contents d'avoir des nouveaux gardiens et qui veulent aller voir comment ça donne pour les nouveaux gardiens, comment on gère, etc. Et en fait, on peut pas leur proposer... on n'a pas d'eau, quoi. Donc, c'est ultra compliqué, ouais. Ok. Et là, en plus, vous pensiez potentiellement que vous n'y arrivez pas, quoi. Oui. Parce que vous essayez de trouver une solution, mais au bout de 2 jours, au bout d'une journée, je pense qu'on se dit, on verra comment ça se passe demain. Au bout de 2 jours, on se dit, comment on va faire ? Et le 3e jour, ça va être le soulagement, et en même temps, on est confiné, quoi. Voilà, globalement, c'est ça. Pire situation. Et puis, il faut pas oublier qu'on est à 3600 mètres d'altitude, donc on a l'effet de l'altitude sur les corps. On s'épuise très très vite, on manque de souffle parce qu'on n'est pas encore acclimaté. On est dans le froid, on est au mois de février à 3006, il fait moins 15 dehors. Et donc tout ça, ça prend de l'énergie, quoi. Et donc ça prend le moral aussi, de se dire mais c'est pas possible, quoi, on va pas y arriver. Quand on commence à creuser un trou qui est plus haut que nous-mêmes, et qu'on trouve toujours pas, on n'en voit pas le bout, quoi. Ouais. Ouais, je comprends. C'est la difficulté de la montagne, mais voilà. Avec une problématique économique en plus de ça, quoi. C'est ça, ouais. Parce qu'on peut pas offrir le confort qu'on aimerait, et c'est un vrai problème qui ne dépend finalement
peu de nous, parce qu'on a beau y mettre toute l'énergie, on trouve toujours pas cette goutte d'eau qui nous manque, quoi. Comment est-ce que ton métier, toi, de gardienne de refuge, il est impacté par le changement climatique ? Ouais, ça c'est quelque chose qu'on vit de manière assez forte. Alors je pense que c'est peut-être plus marqué en haute montagne, parce qu'on a des glaciers qui fondent, on a des conditions de pratique, donc dans les itinéraires d'alpinisme, qui se dégradent de plus en plus, qui fait que du coup on a une fréquentation qui chute. En fait, en fonction des conditions de montagne, on a une fréquentation qui va être réduite. Et si je reprends le cas des Cosmiques, les Cosmiques, il est au pied d'une voie qui est très connue, qui s'appelle la voie des Trois Monts, qui mène jusqu'au Mont Blanc. Et cette voie des Trois Monts, c'était une grande classique il y a encore une quinzaine d'années. C'était pas anodin d'y aller, mais c'était une course en neige, il y avait peu de difficultés techniques. Tous les guides de Chamonix passaient par là. Et en fait, on a eu successivement au moins deux grosses avalanches, deux gros accidents, avec beaucoup de décès, qui a fait que ça a provoqué un vrai changement dans la pratique de ces professionnels et des amateurs aussi, qui fait que maintenant, ils ne passent plus du tout, ou très peu, par cette voie des Trois Monts, et qui préfèrent passer par la voie classique qui passe par le refuge du Goûter. Et en fait, cette voie des Trois Monts, on la voit se dégrader d'année en année, avec des séracs plus importants qui se creusent, des faces qui étaient en neige qui maintenant commencent à être en glace. Et sur un itinéraire qui n'était pas du tout technique, ça devient vraiment compliqué. Et la première année, en 2020, quand on a ouvert, la voie elle ne passait pas du tout. Alors quand c'est 80% de la fréquentation du refuge, ça impacte directement l'activité du refuge. Et donc, je pense que les gardiens de refuge, en fait, il faut qu'ils réfléchissent à réorienter leur offre pour pouvoir un petit peu pallier à ce manque de fréquentation lié aux mauvaises conditions, aux impacts du changement climatique, etc. Donc, il y a cet aspect-là qui est lié à la fréquentation de la montagne et au risque aussi que prennent les usagers. Et puis, il y a un impact plus lié à la gestion du bâtiment, où en fait il y a un réel manque d'eau. Souvent en fin de saison, en fait, les réserves sont à sec. Je pense au refuge de la Selle, à Noémie, l'été dernier, elle a dû fermer de manière anticipée parce qu'elle avait plus du tout d'eau. Et ça, c'est quelque chose qu'on va tendre à avoir de plus en plus, quoi. Et donc ça veut dire, est-ce qu'on décale nos saisons de pratique ? Est-ce qu'on décale nos saisons d'ouverture ? Est-ce que on maintient en mettant de nouvelles installations dans les refuges pour stocker de l'eau, pour protéger les bâtiments aussi, parce qu'il y a des bâtiments avec la chute du permafrost qui sont clairement en train de se casser la figure. Voilà, donc nous, on est, au même titre que les guides, je pense, très impactés par le changement climatique, et c'est une vraie problématique qu'il va falloir considérer pour les prochaines années. Ouais. On en parle peu en plus. Enfin, moi, j'entends tout ce qui est recherche sur la pratique en montagne, la pratique des guides, mais là, j'avoue que tu m'apprends quelque chose dans le sens où j'y avais jamais pensé en fait, mais ça tombe sous le sens. C'est intimement lié à ce qui se passe aussi pour les guides. C'est un écosystème en fait. Exactement. On est tous liés. Sans les guides, on ne ferait rien. Sans nous, les guides, ce serait plus compliqué de faire leur métier parce qu'on est là pour faciliter aussi une ascension. Donc, ouais, voilà, on est dans cet environnement-là qui change, au même titre que les guides, que les alpinistes. Et il y a très peu d'études qui sont faites. Refuge Sentinelle, ce dispositif, il tend à étudier ces changements-là, mais il les étudie de manière assez globale. Il ne va pas se focaliser forcément que sur le refuge. Je sais qu'il y a des études qui sont faites sur la stabilité des bâtiments. Donc c'est des bâtiments remontée mécanique et refuge qui sont faites au laboratoire Editem par Pierre-Alain Duvillard, qui se penche pas mal sur le sujet, sur la déstabilisation des bâtiments et la réaction en cascade d'éboulements qui pourraient impacter le bâtiment, parce qu'un éboulement peut tomber. Par exemple, au refuge du Promontoire, il y a eu un éboulement, je crois que c'était en 2019. Et en fait, il y a des énormes blocs rocheux qui sont rentrés et dans le mur de la cuisine et sur la terrasse, où peut-être quelques jours plus tôt, il y a des gens qui dormaient, quoi. Donc
Voilà, il faut considérer ça aussi, ouais. Donc là, refuge des cosmiques, la question que je t'ai pas posée mais qui me titille un peu le bout de la langue là, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi d'arrêter la recherche ? Alors, c'était un choix un peu... En fait, ça s'est fait un peu par hasard. Mon contrat qui me liait à Refuge Sentinelle s'est terminé au même moment que le départ de l'ancienne gardienne des Cosmiques. Et en fait, j'ai passé une super saison dans ce refuge quand j'étais étudiante. J'avais toujours en tête de me dire un jour je serai gardienne. Et en fait, quand j'étais petite, donc face à ce magnifique massif du Mont Blanc, je voyais briller les petits refuges dans la montagne. Et j'ai toujours dit, du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours dit à mes parents, un jour je vivrai dans ces cabanes en montagne. Et il y avait ce refuge des Cosmiques qui brillait sous mes yeux. Et donc j'étais persuadée qu'un jour j'y vivrais. Et c'est sûrement ce qui m'a aussi un petit peu amenée à me lancer dans la pratique de la montagne, et puis à découvrir qu'en fait il y avait un vrai métier gardien de refuge qui existait dans ces cabanes. C'était pas juste des gens qui y habitaient comme ça pour le plaisir. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à me dire tiens, je testerai en tant que lycéenne puis étudiante. J'ai testé de travailler en tant qu'aide gardienne. Et quand le refuge des Cosmiques s'est libéré, en fait j'ai tout de suite repensé à mon rêve d'enfant, qui était mais un jour je serai gardienne. Et fort de mon expérience et de mon association avec Noé, on s'est dit allez, on tente, on lance un peu un caillou dans une mare, on va voir, on lance notre dossier et puis on verra bien. Parce que de toute façon, moi de mon côté, je n'étais plus liée à ce moment-là à mon contrat de recherche. Il s'est avéré qu'on a eu le refuge. Et que la semaine suivante, j'ai appris que mon contrat de recherche pouvait être renouvelé parce qu'on avait retrouvé des financements. Et donc là, il a fallu faire le choix. Et en fait, je crois que l'envie était trop forte de répondre à mon rêve d'enfant, quoi. C'est pas une cassure avec la recherche où tu trouves plus ton compte, c'est finalement t'as la possibilité de vivre un rêve. Ouais, exactement. C'est super beau en fait. Peut-être que je reviendrai à la recherche un jour. D'ailleurs, je ferme pas non plus la porte à ça parce que du coup, le refuge des Cosmiques est un refuge sentinelle. Donc, je participe encore, pas de manière autant impliquée, mais je participe encore à ce dispositif en tant que gardienne sentinelle. Et je trouve ça toujours passionnant, en fait. La recherche, c'est quelque chose... Je pense que, voilà, si un jour j'ai envie d'arrêter gardienne de refuge, pourquoi pas relancer dans des recherches. Alors, je pense que ce sera des recherches assez pratiques, où on peut mettre en application des résultats. Enfin, je pense que maintenant que j'ai un pied dans le monde professionnel de la montagne et un petit pied dans la recherche, l'idée, ce serait de lier les deux et de faire des recherches qui peuvent servir le monde de la recherche, mais aussi le monde professionnel, quoi. C'est hyper intéressant, c'est une opportunité, mais en même temps, c'est peut-être parce que c'est là que tu devais être, quoi. Peut-être. En tout cas, je m'y sens bien pour le moment, donc ouais. voilà. Ça fait du coup, ça va faire 2 ans. Vous avez fait une saison l'année dernière ? On a fait une saison donc un peu morcelée en 2020, parce que du coup, on a ouvert 3 semaines. On a dû refermer et on a réouvert à partir de mi-juin 2020. Et puis l'année dernière, on n'a pas pu ouvrir tout de suite en février parce qu'il n'y avait pas les remontées mécaniques. Donc l'aiguille du Midi était fermée. Donc on a ouvert en mois de mai. Donc là, ça va être là, dans quelques semaines, on va ouvrir pour notre 3e saison. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette 3e saison au Cosmique alors ? Alors, des bonnes conditions de montagne, parce que c'est important pour les gardiens. Ils sont aussi dépendants de ces conditions de montagne. Donc, on va dire une belle condition de montagne, pas trop de canicule, parce que ça, c'est pas drôle. Ça fait de l'eau, mais... Celle qu'on veut pas, finalement. Voilà, une belle météo.
Et surtout de belles rencontres. Ça, c'est le plus important dans le métier. Je pense que c'est les relations humaines qu'on vit là-haut dans des endroits tellement hostiles que, en fait, si les relations humaines sont pas cool, à quoi bon être là-haut? Donc voilà, des belles rencontres, beaucoup de plaisir à travailler avec notre équipe aussi. Parce que l'équipe, sans eux, on ferait pas grand-chose. Donc on a toujours une équipe très forte et qui est ultra importante. Et alors, quand ça se passe bien, on a l'impression d'être en colo, on n'a plus l'impression de travailler, donc c'est génial. Trop bien. C'est rigolo parce que ce soit des scientifiques, des sportifs, des professionnels de la montagne, sur cette question-là, on me répond toujours de la neige et des bonnes conditions. Mais c'est bien, ouais. Ça veut dire que c'est aussi ce qui lie le tout, quoi. C'est la farine de la béchamel. Je pense que c'est le liant, ouais. C'est ce qui va lier l'ensemble de nos métiers, en fait, de tous ces réseaux montagnes. Si les conditions sont mauvaises, on dépend tous de ça, quoi. Complètement. Merci beaucoup pour ce chouette moment, c'est trop bien. Cœur de gardienne et un pied en haute montagne entre la recherche finalement et les refuges. Tout à fait, ouais. Avec un cœur de reblochon quand même. Fondant. Très bien. Un reblochon fermier. Hein. C'est ça. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté le 11e épisode de la première saison du Camp de base. Vous êtes toujours plus nombreux et nombreuses chaque semaine pour écouter le Camp de base et à vous rendre sur campdebase-podcast.com pour savoir lequel est fait pour vous. Je te donne rendez-vous mercredi pour la diffusion d'un nouveau hors-série. 1 heure de musique produite par mon ami Denis Morin à l'occasion de l'avant-première enregistrée aux Fringantes. Alors, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et te dire à bientôt pour de nouvelles aventures, à l'écoute du Camp de base, le podcast de la diversité de la montagne et des rencontres au sommet.